Justin Fuller is run by a bunch of investment bankers, and Morningstar's modus operandi. On va commencer, si vous le voulez bien, par un petit peu d'historique. On a donc créé SciQuant avec Olivier Desmaries en septembre 2005, après avoir passé, je dirais, une quinzaine d'années, et même un peu plus, à développer les activités de trading dans les marchés de dérivés et de dérivés d'actions. Alors, on avait commencé chez Chevreux, puis ça s'est développé dans le groupe Indo-Suez, et puis plus tard au sein du groupe Crédit Agricole. Alors, au sein de la banque, on avait plusieurs types d'activités. On avait des activités qu'on appelait dites client-driven, c'est-à-dire toutes les activités qui consistaient à couvrir les risques liés à des produits qu'on vendait à des clients corporate ou institutionnels. C'est évidemment pas ce pôle qui pouvait nous intéresser dans le cadre d'un fonds. À côté de ça, on avait des activités dites pour compte propre, c'est-à-dire les activités d'arbitrage qui reposent, qui utilisent quelque part les fonds propres de la banque, sur des activités classiques faites par les banques. Ce sont l'arbitrage sur indice, l'arbitrage sur convertible, l'arbitrage de volatilité, le risque arbitrage, enfin, toutes ces activités d'arbitrage d'actions et de dérivés d'actions. Et c'est notre expérience, nos compétences sur ce type d'activité qu'on a voulu mettre au service d'investisseurs. Alors, on a commencé en 2005 et je dirais que malheureusement on a débuté nos activités dans un fonds de droit étranger. En fait, il faut se replacer un petit peu dans le contexte de l'époque où les activités, il y a pas mal d'engouement sur les activités de gestion alternative, mais tout ça se développe essentiellement dans des fonds offshore et ça ne se développe pas, je dirais, dans des fonds traditionnels. Donc, on a choisi un petit peu la voie qui était la voie de l'époque. Hein. On nous avait expliqué qu'il n'y avait pas tellement de salut en dehors des fonds offshore, que les dépositaires français ne savaient pas faire, qu'il fallait un prime broker, enfin bon, un certain nombre de choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas faire ça dans un fonds de droit français. Bon, donc on a commencé au départ dans un fonds de droit étranger qui s'appelait Helium Fund, qui existe toujours d'ailleurs. On a commencé avec les quantités, les capitaux un petit peu minimum qu'on nous avait indiqués, de l'ordre de 25 millions d'euros. Et puis, dans un premier temps, on voulait vraiment offrir un produit, je dirais, un produit quelque part un peu fini auprès des investisseurs. C'est-à-dire que dans un premier temps, on n'a pas eu de démarche véritablement auprès des investisseurs pour lever des fonds. Je dirais que pendant 2 ans, on a sélectionné les stratégies qu'on allait mettre en place. On a construit un track record, parce que c'est un petit peu essentiel tout de même pour lever des fonds de manière un petit peu substantielle. On a également développé complètement notre plateforme de gestion PMS, qui est un outil propriétaire et qui est pour nous essentiel à la gestion de nos opérations. Donc, également, dès le départ, on définit un style de gestion. On veut faire de la gestion dite absolute return, mais de la vraie gestion alternative, c'est-à-dire très largement décorrélée de l'évolution des marchés actions. Et en fait, j'insiste un petit peu sur ce point parce que les 2 années
qui se sont écoulés ont nettement mis en évidence que finalement une grande partie de la gestion alternative qui se prétend très décorrélée ne l'est finalement pas tant que ça quand on regarde finalement la performance des fonds. Et nous, je crois qu'on s'inscrit vraiment dans de la gestion décorrélée. Il est évident qu'on souffre évidemment de l'environnement, particulièrement en ce moment, mais ça a été le cas également en 2007-2008. On souffre un petit peu de l'environnement, il pèse un petit peu sur la performance, mais tout de même on vise à produire des performances positives un petit peu, quelles que soient les circonstances de marché. Voilà. Donc nos objectifs de performance, voilà, indépendamment des conditions de marché, je dirais qu'on cherche à produire une performance positive, régulière, décorrélée du comportement général des marchés d'actions. On cherche à surperformer, je dirais, un indice monétaire de l'ordre de 500 BP, plutôt probablement un petit peu au-dessus de ça, avec une volatilité très faible, de l'ordre de 2,5, et on vise donc un Sharpe ratio autour de 2%. Voilà, alors, donc, si j'en reviens un petit peu à l'historique, au bout de 2 ans, notre style de gestion est défini. Les stratégies qu'on souhaite mener au sein de nos fonds sont clairement identifiées. Sont en gros des stratégies d'arbitrage, un petit peu diversifiées, mais toujours, qui tournent toujours autour de l'univers action. Le track record est là, donc en fait il nous manque plus que des investisseurs. Et c'est vrai qu'on va être un petit peu déçus parce que lorsqu'on se présente pour essayer de développer, je dirais, notre base d'investisseurs, on trouve d'un côté le monde traditionnel de la gestion alternative, ce monde qui investit dans les fonds plutôt offshore, et il ne trouve pas suffisamment agressif. C'est-à-dire que pour nous, notre style de gestion est quelque part trop conservateur, nos performances pas assez élevées, enfin ils veulent quelque chose de plus punchy. On nous explique qu'il faut mettre de l'effet de levier, enfin bon, être beaucoup plus agressif. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que finalement nos performances, même sur cette période-là, sont plutôt supérieures à ce qui se fait par ailleurs. Enfin, il n'empêche que on n'est peut-être pas assez ambitieux au niveau de la performance. Mais de l'autre côté, on trouve des investisseurs très intéressés par notre performance, justement par notre style de gestion. En revanche, ces gens-là ne sont pas prêts à investir dans un fonds de droit étranger, dans un fonds non régulé, parce qu'on est dans la période post-2007-2008, il y a eu un petit peu de déboire autour de tout ça, donc ils nous indiquent qu'ils ont un très fort intérêt pour ce qu'on fait, mais à partir du moment où on leur offre la possibilité de le faire dans un fonds de droit français. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer ça. Alors c'est un petit peu long parce qu'il faut qu'on demande des changements d'agrément auprès de l'AMF. Il faut faire ce nouveau fonds, donc ça nous prend. Il faut également gérer le fonds qu'on a, donc c'est pas mal de choses à faire. Et finalement on lance Helium Opportunité à partir d'octobre 2009, dans la continuité de ce qu'on faisait précédemment. Alors, si on regarde un petit peu les performances qu'on réalise, finalement on est dans nos objectifs qu'on avait affichés au départ, c'est-à-dire que depuis sa création en octobre 2005, la performance cumulée du fonds est de 38,7%. Donc grosso modo, on fait à peu près 6,5% par an. On aurait probablement... je dirais que nous aussi, on est impacté par les marchés dont on peut dire qu'ils ont été particulièrement difficiles ces dernières années, hein, cette année y compris.
je dirais que dans des marchés plus conformes à ce qu'on a vu, je dirais, ces 20 dernières années, on peut penser qu'on serait plutôt dans des performances de l'ordre de 7, 8, 9, voilà. Donc sur nous aussi, je dirais, l'impact de la crise, un petit peu, qui a commencé en 2007 et qui est toujours là, nous impacte puisqu'elle nous limite un petit peu dans les prises de risque. Voilà. On a une volatilité de l'ordre de 2,48%, donc très en ligne avec, avec l'ambition de départ, et donc un Sharpe ratio de 2007. Alors ça nous permet, c'est pas sur les slides, mais j'ai regardé un petit peu, ça nous met, on surperforme quand même substantiellement nos pairs. Si je regarde, alors il y a différents indices, mais si je regarde l'USIT Index Blue Chip depuis le début de l'année, il est en baisse de 3,52%, on est en hausse de 4,34%. Le même indice USIT Index Event Driven, puisqu'on se situe plutôt dans cette catégorie Event Driven, est en baisse de presque 1%, encore une fois on est en hausse de 4,34%, et sur une plus large période, depuis 2006, l'indice HFRX Absolute Return est en baisse de près de 4%, et nous finalement sur la période on arrive pratiquement à 40% de performance cumulée. Donc la performance elle est pas astronomique tous les ans, mais on délivre tous les ans une performance régulière, et sur la durée ça fait quand même une différence extrêmement importante. Voilà, donc alors je vais faire un petit peu cette performance qu'on affiche nous permet évidemment d'être bien classés. Là je regarde le classement Morningstar qui fait que dans notre catégorie on est en tête, hein, avec la performance dont j'avais parlé de 4,34. Sur dans d'autres classements, je prenais par exemple celui d'Exal qui classe 600 fonds USIT, et dans la catégorie Event Driven, on est également les premiers avec 4,49%, ça s'arrêtait à la fin novembre, pour une performance moyenne de cette stratégie de moins 89 BP. Ce qui nous a permis d'ailleurs de recueillir, notamment l'année dernière, parce qu'on a été, je dirais que nos fonds ont atteint un encours qui nous permettait d'être qualifiés pour un certain nombre de prix. Donc on a eu, je passe à Londres, à Zurich, et cette année, à nouveau, pour notre performance de cette année, on est à nouveau nominé pour, voilà. Alors, je vais en finir un petit peu sur l'historique pour passer un petit peu à ce qu'on fait au sein de ces fonds beaucoup plus pratiquement. On essaye de reprendre un petit peu ce qu'on a fait dans le passé au sein d'une banque, et on a isolé, si vous voulez, les stratégies qui nous semblent les plus intéressantes pour un fonds comme le nôtre. Donc aujourd'hui, nos stratégies sont essentiellement axées sur l'arbitrage sur fusion-acquisition, le risk arb, les opérations sur titre, l'arbitrage sur dérivés actions, mais là-dedans on fait quelque chose de bien particulier, et ce qu'on appelle l'arbitrage long-short, qui pour nous c'est plutôt de l'arbitrage statistique. Alors, donc, si je décris un petit peu brièvement ces stratégies, je ne sais pas si... je dirais que les trois premières stratégies sont des choses un petit peu discrétionnaires, c'est-à-dire que
ça résulte de l'analyse de situations particulières qu'il peut y avoir sur des titres, des situations particulières qu'on essaye d'exploiter. Et la dernière stratégie est une stratégie par contre totalement quantitative, qui ne procède pas, je dirais, ni d'analyse fondamentale, et qui provient simplement en gros là-dedans, on fait ce qu'on appelle la mine réversion, donc c'est totalement, je dirais, quantitatif, à l'opposé des trois premières stratégies. Alors, l'arbitrage sur fusion-acquisition, le risque arb, en fait, dans sa forme la plus simple, c'est une société A lance une offre sur une société B, elle paye 100 €, le titre converge vers 99, 98, et nous, si vous voulez, c'est là où on intervient, on achète vers 98, 99 pour apporter à 100. Alors, la différence entre 98, 99 et 100, c'est cet univers du dernier pourcent dans lequel on est. C'est là où sont nos marges, mais c'est là aussi où sont nos risques, puisque ces stratégies, enfin, ce dernier pourcent reflète les risques liés à la non-réalisation des opérations. Hein. Parce que les opérations d'OPA, ce sont elles sont conditionnées à la réalisation d'un certain nombre de conditions qui sont, par exemple, un taux d'apport minimum de la part des actionnaire, ou alors un vote des actionnaires, le feu vert des régulateurs, les autorités, l'accord des autorités antitrust. Enfin, il y a... Vous pourriez donner des exemples récents par exemple, l'opération, on a une cinquantaine de deals en cours, par exemple, en ce moment, par exemple, Motorola Mobility, Google, voilà, c'est une opération sur laquelle on est. Je la cite parce qu'elle pose un problème antitrust, justement, donc il y a là une marge importante, mais un risque antitrust certain. Donc, alors, ce risque, si on parle de ce risque antitrust qui fait partie de nos opérations, c'est pas tant d'ailleurs qu'on a peur que l'opération ne se fasse pas et que les autorités antitrust finalement ne donnent pas leur accord. C'est très très rare en fait que les autorités antitrust ne donnent pas leur accord. Ça a été le cas dans le passé, c'est de moins en moins le cas. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est le timing. Parce que lorsque une opération rencontre un problème antitrust, elle peut passer par exemple dans ce qu'on appelle la phase 2, et donc le deal prend tout de suite un retard considérable par rapport au calendrier de départ. Alors, là encore, les circonstances de marché importent, parce que lorsque les taux de portage, comme en ce moment, sont très faibles, prendre du retard n'impacte pas significativement la marge, mais lorsque les taux courts sont très élevés, là, ça peut complètement changer, je dirais, l'espérance de gain qu'on peut avoir sur une opération. Voilà, donc on est très actif dans ce genre d'opérations. On a par exemple en ce moment, on est presque sur une cinquantaine d'opérations. On opère en Europe et en Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Et qu'il ne vous reste plus que 5 minutes, vous pourriez assez rapidement parler du process, des équipes, combien vous êtes? Oui, alors on est... si c'est des choses que vous abordez juste après. Je crois pas. Non, on est aujourd'hui 7 personnes, on est 5 gérants, 5 gérants donc, et une personne dédiée plutôt au
marketing, donc Karl, et puis une personne qui s'occupe de tous les aspects middle office, back office et système. En même temps, on participe tous un petit peu à l'ensemble des opérations. En fait, on a, nous, un élément qui nous semble extrêmement important, c'est notre plateforme de gestion. On a un outil propriétaire, c'est quelque chose qu'on montre aux investisseurs parce que ça démontre un petit peu la technicité qu'on a dans ces opérations. Parce que on peut faire des choses qui sont simples, mais elles ne sont rendues possibles que si on est capable de traiter de manière extrêmement fluide ces opérations. Parce qu'on a sans arrêt des opérations sur TID, donc c'est un problème d'ailleurs pour les dépositaires, nous on a toujours des échanges, tout ça requiert d'un point de vue middle office, d'un point de vue back, un traitement extrêmement fluide. Et donc un de nos gros actifs, c'est notre capacité à processer l'ensemble de nos opérations dans un cadre très précis et dans un cadre de risque extrêmement maîtrisé. Voilà. Vous gérez combien d'encours? Alors, on gère, ça, j'ai quelque chose. Voilà, donc on est aujourd'hui, alors on a même progressé depuis, on est aujourd'hui aux environs de 150 millions d'euros. On était à 64 millions d'euros à la fin 2010. Donc on a connu, je dirais que c'est vrai qu'après les 2 ou 3 ans de mise en place de notre structure, de calibrage, de ce qu'on allait faire, etc., de la mise en place de ce fonds de droit français, là on a connu l'année dernière et surtout cette année une véritable croissance de nos encours. Et je dirais qu'à aujourd'hui on a des marques extrêmement importantes de la part d'investisseurs qui continuent à trouver qu'on reste une petite structure. Mais je dirais que ça vient très substantiellement. En même temps, on estime que nous, notre capacité, on ne peut pas gérer non plus des milliards de la manière dont on opère. On a des capacités de gestion probablement limitées, qu'on situe aux alentours de 500 millions d'euros. Donc c'est un petit peu l'objectif pour les 2 prochaines années, c'est de porter nos 150 millions d'euros, de porter ça vers, on a un objectif aux alentours de 400 millions d'euros, et là je dirais qu'il faudra qu'on se, on ne va pas dire qu'on ne se développera pas au-delà, mais ça sera probablement dans un autre cadre et en changeant un petit peu les choses qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une doigt qui s'est levé. Comment est répartie votre structure de clientèle? Alors, on a, j'avais une chose mais qui n'est pas totalement exacte, on a environ les banques privées, ça tourne autour des banques privées et des investisseurs institutionnels. Karl, tu connais ça mieux que moi aujourd'hui. Alors la répartition, c'est plus ou moins en fait 60% sur la clientèle institutionnelle, sachant que ce qui est intéressant, c'est 100% l'Europe, mais la France n'est pas nécessairement le plus gros. C'est quand même un tout petit peu, disons, un pôle important si je prends à la fois la partie banque privée plus institutionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Italie, l'Allemagne et aussi la Hollande, en fait, sont des investisseurs relativement importants chez nous. Donc, clientèle européenne qui est assez présente, et comme je dis, en fait, à 60% institutionnelle, principalement des assureurs. Oui, paradoxalement, je dirais, c'est l'Allemagne qui aujourd'hui investit pas mal, et d'autant plus que là, on vient de dépasser un seuil. Et je dirais, il y a quelque part, chez ces investisseurs allemands que je rencontre avec Karl,
le fait qu'on soit petit semble poser, par exemple, beaucoup moins de problèmes qu'en France. Ils font leur due diligence, c'est très long, c'est très très long, un petit peu fastidieux, mais à la fin, ils investissent. Je dirais quelque part, il y a moins peut-être de frilosité, eu égard, je dirais, à ce qui est réel, c'est-à-dire la dimension encore réduite de notre société de gestion. La valorisation et l'administration sont en interne, vous n'avez pas d'administrateur extérieur. Ah si, bien sûr. C'est pas indiqué dans le... Oui, alors si, on a évidemment, enfin c'est une règle de toute façon. Donc on a un dépositaire, un valorisateur, enfin on est en l'espèce un fonds. Alors notre dépositaire est RBC Dexia pour le fonds droit français. Il assure, comme c'est le cas en France, généralement également la fonction de valorisateur. Quel est le facteur distinctif qui fait que dans tous les cas de performance absolue, vous êtes meilleur que les autres? Je crois que en fait, je crois que c'est parce que on mélange un petit peu un certain nombre de stratégies. Il est sûr qu'on reste dans notre marché qui est l'univers equity, l'univers action, mais on est capable de bouger et d'allouer à des stratégies à un moment donné, celles qui nous semblent présenter le rendement risque le plus attractif, on est capable d'allouer dans ces stratégies. Et ça, je pense que ça fait la différence. Si vous voulez, je m'occupais moi du trading dans une banque. Lorsque vous allez voir au début de l'année vos différents desks, en demandant au patron de desk, à l'équipe, qu'est-ce que vous envisagez pour votre... Vous allez voir par exemple le gars qui s'occupe des convertibles, il ne vous dira jamais que ce n'est pas la bonne année pour investir dans les convertibles. Ou vous allez voir celui qui fait le RESCA, il ne vous dira jamais que ce n'est pas la bonne année pour le faire. Si vous voulez, eux, c'est leur... Et vous, c'est votre tâche que de regarder un petit peu les paramètres, de discuter avec eux, mais de voir qu'à l'évidence, les paramètres ne sont pas bons. Et en fait, mais on ne vous dira jamais, c'est pas... Parce que c'est le gars qui fait les convertibles, c'est son job, il ne va pas vous dire, c'est pas Henri, c'est pas cette année qu'il faut investir là-dedans, t'as qu'à laisser tomber, nous on va rien faire. Il ne vous dira jamais ça. Donc en fait, il faut pouvoir, et à tout moment dans l'univers equity, il y a des endroits où il y a des marges. Et il faut être capable de bouger et d'avoir l'expertise pour apprécier les marges dans de différents arbitrages dans cet univers. Et de pouvoir allouer... D'ailleurs, j'ai quelque chose, si je le retrouve. Alors, ça se voit peut-être pas très bien, mais en fait, si vous voulez, le merge et les opérations sur titre représentent un petit peu quelque chose d'assez récurrent. Hein, mais on regarde dans les forwards, par exemple, des choses qu'on fait sur les dividendes implicites, enfin je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une stratégie par exemple qui a très bien marché en 2009, moins dans les autres années. L'arbitrage statistique par exemple a extrêmement bien marché de l'année 2008. Et tout ça concourt finalement à un équilibre global de notre performance et à une certaine régularité. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein, parce que notamment dans l'univers de la gestion des fonds de fonds, par exemple, ils sont pas, ils préféraient qu'on fasse quelque chose d'extrêmement focus. Hein. Enfin, eux mélangent les stratégies et veulent des choses extrêmement focus. Mais nous, je pense que pour nos investisseurs, pour notre performance globale,
il est beaucoup plus intéressant de pouvoir allouer notre risque là où, à un moment donné, la marge peut être la plus intéressante. Voilà, c'est un petit peu ça qui nous permet, dans des circonstances de marché très variables, de performer.